Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat à suivre ce matin un débat portant sur le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, un débat qui s'est tenu mardi au Sénat à la demande du groupe communiste. Les parlementaires ont ainsi pu faire le bilan de cette mesure qui est entrée en vigueur au mois de janvier 2013. Alors le CICE avait été mis en place à la suite des préconisations du fameux rapport de Louis Gallois sur la compétitivité des entreprises, un rapport qui estimait que le coût du travail est trop élevé en France. Alors quasiment 2 ans plus tard, où en est-on? Eh bien il est vrai que le CICE tarde à porter ses fruits. Dernièrement, la très critique Martine Aubry a estimé que le CICE n'était qu'un saupoudrage, qu'il ne visait pas suffisamment les entreprises qui en ont réellement besoin et plus globalement, il est vrai que le CICE n'a pas été utilisé autant qu'il aurait pu l'être par les entreprises. En effet, de nombreuses entreprises sont trop découragées par la complexité des procédures à suivre. Tout de suite donc, retour à ce débat qui s'est tenu à la demande du groupe communiste mardi au Sénat. L'ordre du jour appelle le débat sur le bilan du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est une demande du groupe CRC. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, Madame Marie-France Beaufils, pour le groupe communiste républicain et citoyen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le crédit d'impôt compétitivité emploi est entré en vigueur le 1er janvier 2013, faisant suite au rapport Gallois sur la situation de notre industrie. L'objectif de la mesure visait à restaurer la compétitivité de nos entreprises compte tenu de la dégradation de notre balance commerciale et de la baisse de leur taux de marge. Dispositif simple au demeurant puisque le crédit d'impôt représentait 4% et aujourd'hui 6% de la masse salariale, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Contrairement aux autres mesures de la politique de l'emploi, le CICE n'est donc pas un complément d'allègement des cotisations sociales, mais une sorte de super niche fiscale accordée aux entreprises, qu'elles soient assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, comme les exonérations de cotisations sociales, le CICE part du même postulat, celui d'un coût du travail qui serait trop élevé. À aucun moment ne sont analysés les coûts du capital, qu'il s'agisse de la rémunération des actionnaires comme des services financiers et bancaires. C'est donc une niche fiscale accordée au moment où l'on constate la hausse de la contribution des redevables de l'impôt sur le revenu, imposée au titre des salaires, traitements, retraites et pensions, et celle de la TVA, dont le taux normal est aujourd'hui de 20%. 2 mesures prises pour réduire les déficits et redresser les comptes de la nation. Le CICE devrait restaurer la compétitivité de nos entreprises, entre guillemets, rétablir leurs marges, toujours entre guillemets, condition sine qua non de leurs futurs investissements. C'est en tout cas ce que l'on nous annonçait. Pour la première fois, peut-être, l'argent public est ouvertement et effectivement utilisé à restaurer les marges de nos entreprises. À dire vrai, les éléments assez fragmentaires fournis par le comité de suivi mis en place autour des services de France Stratégie et de M. Pisani-Ferry ne donnent pas d'outils de mesure des investissements et des créations d'emplois dans les entreprises bénéficiant de ce crédit d'impôt. La lecture du document de suivi de France Stratégie ne fournit pour l'heure qu'un suivi des intentions d'embauche et d'investissement des bénéficiaires. Il aura donc fallu, selon la formule utilisée, environ 1 an pour que les entreprises fassent l'apprentissage du CICE et 6 à 8 mois supplémentaires pour que cet apprentissage ne se traduise virtuellement par des intentions à investir dans un premier temps ou à embaucher dans un second temps par réponse à l'enquête de conjoncture de l'INSEE. On peut donc se demander combien de temps il faudra pour que les intentions deviennent réalité
et se traduisent par une relance de l'investissement productif et des créations d'emplois. Dans le numéro de ce mois d'octobre, le mensuel Alternative économique nous montre qu'au moins l'une des raisons du soutien du MEDEF au CICE a été atteinte. En effet, au second trimestre 2014, les entreprises françaises, malgré leur faible taux de marge et leur compétitivité chancelante, ont distribué rien moins que 40,7 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Un montant en hausse de 30% sur l'exercice précédent, nous précise le mensuel, ce qui montre que nos entreprises ont, sinon retrouvé leur rentabilité, en tout cas qu'elles tiennent leurs promesses vis-à-vis de leurs actionnaires. Cette situation est cependant préoccupante à plus d'un titre, puisqu'il semble bien que si investissement et effort il y a eu, c'est pour capter la clientèle disponible des marchés dits émergents au détriment du marché domestique. Ce qui veut dire que le mouvement de délocalisation des productions continue et que le jeu sur les prix de transfert justifie plus encore la nécessité de la transparence sur l'activité de nos grands groupes à vocation internationale dans chaque pays où ils sont implantés. Il y a, chers collègues, beaucoup de non-dits autour du crédit impôt compétitivité emploi, de ce qu'il représente, de ce à quoi il tend, de sa quotité, de son affectation, de son poids dans les finances publiques, et il me semble que nous devons faire effort pour comprendre en quoi la mesure est discutable et doit, à notre sens, être finalement abandonnée. Ce que nous dit le comité de suivi est assez éclairant, quand bien même nous ne saurions que souligner encore nombre d'appréciations très évaluatives dans le rapport de ce comité. Notons que le CICE ne semble pas avoir coûté aux finances publiques autant que cela était prévu. Sauf qu'arrêter son coût pour les finances publiques à la seule lecture du montant de la créance d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu imputable me semble quelque peu limitatif. En réalité, avec un budget de l'État dont le montant de dépenses budgétaires et fiscales atteint environ 675 milliards d'euros, marqué par l'émission de 180 milliards d'euros de titres de dette publique destinés à amortir l'existant ou à financer le déficit budgétaire, que voit-on? Que pour 2 € de CICE, il faut lever 1 € de ressources extra-budgétaires et que la moitié de cette somme va se trouver imputée sur le déficit budgétaire constaté. En pratique, en 2015, 17,4 milliards d'euros seront mobilisés selon le comité de suivi pour financer le CICE. L'État va donc émettre 8 milliards d'euros de ressources extra-budgétaires pour le payer aux entreprises bénéficiaires et le déficit public s'en trouvera majoré de 3 à 3,5 milliards d'euros. Un tel coût de court et moyen terme pour les finances publiques implique que nous nous interrogions sur la réalité et l'efficacité de la politique menée à travers cette mesure, particulièrement pour l'emploi. Quelques exemples. En Nord-Pas-de-Calais, 19 654 entreprises disposaient de 242 millions. Vous voyez, j'ai même du mal, moi, à mesurer l'ampleur. Donc, disposaient de 242,2 millions d'euros de créances CICE en 2014, soit une moyenne de 12 320 € de créances par entreprise. Pour beaucoup, de l'argent de poche, pour d'autres, un vrai pactole. Dans l'enquête sur les besoins de main-d'œuvre réalisée pour 2014 par Pôle emploi dans ce département, dans cette région plutôt, les entreprises font état de 80 511 projets d'embauche, dont 28% de projets saisonniers. Le top 5 des professions les plus demandées: animateurs socioculturels, agents d'entretien de locaux, aide à domicile, emploi de libre-service, aides-soignants, le tout représentant plus de 23% des offres d'emploi potentielles de l'année. Tous des emplois non délocalisables. La hausse des projets d'embauche est de 2 700 offres en un an. En région Lorraine, 12 039 entreprises se partagent une créance de 143,8 millions. L'enquête Besoins de main-d'œuvre 2014 indique 44 282 offres d'emploi potentiels, dont plus de 28% de saisonniers là encore. 6 600 projets d'embauche en plus après 3 années de baisse consécutive, dont les 2/3 dans le domaine des services et, de fait, les emplois peu ou pas qualifiés dans les différentes branches du secteur.
Prenons la Bretagne. 90 213 projets d'embauche en 2014 ont été indiqués par les entreprises des 4 départements, dont près de 40% dans des emplois saisonniers. La part des offres de contrats saisonniers est même de 50% dans les Côtes-d'Armor, de près de 55% dans le Finistère et atteint ou dépasse 70% sur les bassins d'emploi de Quimperlé, Concarneau, Auray ou encore Lannion. Mais 16 864 entreprises bretonnes ont bénéficié d'une créance de CICE de 212,9 millions d'euros en 2014. Probable que les abattoirs Gade ou le volailler Doux ont touché aussi du CICE. À ce stade, je ne peux cependant manquer de souligner la situation d'une entreprise de ma région, à savoir la société Radial, implantée notamment dans mon département, l'Indre-et-Loire, mais aussi dans l'Isère, entreprise spécialisée dans la production de composants électroniques. Radial est une entreprise dite de taille intermédiaire, créée par Yvon Gattaz et reprise depuis par son fils Pierre, actuel président du MEDEF, comme son père fut président du CNPF. Cette année, Radial va payer en France 202 000 euros d'impôts sur les sociétés, pour un chiffre d'affaires au niveau du groupe de 235 millions d'euros et un bénéfice de près de 25 millions. Elle va bénéficier de 876 000 euros de créances CICE à épuiser d'ici 2017. Une telle situation, après réflexion, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque cela justifie que Radial bénéficiera d'une créance reportable sur les exercices ultérieurs, de la même manière que la société a pu, ces dernières années, alléger ses obligations fiscales françaises du coût de son expansion à l'étranger dans des pays aux cieux fiscaux plus cléments et aux obligations sociales moins pesantes. Pierre Gattaz était un habile chef d'entreprise. Si l'essentiel de ses salariés et de son chiffre d'affaires demeure réalisé en France, la plus grande partie de sa plus-value est transférée à l'étranger. Merveille de l'optimisation fiscale, sujet cher à mon collègue Éric Bocquet, qui permet d'imputer les pertes liées au coût de délocalisation des productions sur les profits ultérieurs et de se servir de ces bases à l'international pour distribuer au mieux les profits et éviter les impositions trop élevées. Le CICE ne paiera peut-être pas les 2,8 millions de dividendes que s'accordent les actionnaires de Radial, 87% des parts appartiennent quand même à la famille Gattaz, mais il leur permettra par contre-coup de les financer encore plus aisément. Notons pour l'anecdote que Pierre Gattaz lui-même s'est ainsi vu accorder 247 000 euros de dividendes, somme supérieure à l'impôt payé par son groupe, et qu'il bénéficiera pour cela, il ne le rappelle pas sur son site personnel, et cette information doit à mon sens être portée à la connaissance de tous, de 98 800 euros de crédit d'impôt au titre des dividendes perçus. Pour le reste, il faut rappeler que c'est au niveau des plus grandes entreprises, c'est-à-dire pour l'administration fiscale de la direction des grandes entreprises et de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, que se concentre l'essentiel de la créance CICE. Ces deux directions ont inventorié 0,7% des entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt, qui ont capté pour leur compte 42,6% de la créance, soit plus de 3,5 milliards d'euros au total. Je ne sais si ces entreprises ont eu ou non un temps d'apprentissage ou d'adaptation au CICE, mais apparemment certaines apprennent plus vite que d'autres. Pour les grandes entreprises, la créance moyenne se situe à 1 million d'euros par entreprise, somme qui semble, si l'on en croit le mensuel économique que je citais tout à l'heure, avoir été mise à profit pour assurer le respect des décisions d'assemblée générale d'actionnaires en matière de distribution de dividendes et de retour sur investissement, comme ils le disent avec élégance. Doit-on en conclure que le CICE n'a provoqué aucune inflexion significative des politiques d'embauche de nos entreprises? Il semble bien malheureusement que ce soit le cas, puisque le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le crédit d'impôt, au rapport Carré, met en évidence que nous ne sommes pas sortis de la quadrature du cercle. Le CICE n'a eu qu'un effet directement constaté, celui de modérer la progression d'un nouvel indice, à savoir l'indice du coût du travail. Un indice qui ne fait pas la une des médias grand public, puisque sa modération signifie tout simplement
que les salaires ont tendance à stagner dans notre pays. Ce n'est pas une situation nouvelle en France, puisque depuis que l'État gèle le point d'indice des fonctionnaires, il semble inspirer bien des politiques salariales dans le secteur dit concurrentiel. Devrais-je en conclure que le redressement de la rentabilité de nos entreprises, de leurs marges, passe par une nouvelle contraction de la masse salariale? On pourrait en conclure cela. Il y a dans le débat sur le CICE en effet une réelle hypocrisie. Alors même que les coûts de production ne se limitent aucunement au seul coût du travail, c'est bel et bien sur ce seul élément que portent depuis plus de 20 ans tous les efforts des politiques publiques dites de l'emploi. Si l'on accepte les lois Aubry sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, c'est seulement à l'aune de la contraction des coûts salariaux que l'on mesure les choses. Ce n'est qu'à travers ce prisme qu'est mesurée la compétitivité de notre industrie. Ce n'est pas, comme nous l'avons vu, en développant l'emploi saisonnier, l'emploi précaire, les emplois dans les secteurs peu qualifiés, que nous monterons en gamme que nos produits seront compétitifs à l'exportation. Au demeurant, comme chacun l'aura constaté à la lecture du rapport Carré comme de celui du comité de suivi, les secteurs bénéficiaires du CICE ne sont pas spécifiquement plus exposés à la concurrence internationale que les autres. Ainsi, lors du séminaire de la Commission des finances en région Centre, les services fiscaux nous ont confirmé que les principaux bénéficiaires du CICE dans cette région étaient les sociétés de travail temporaire et les groupes de la grande distribution. Quant à la fameuse compétitivité des services aux entreprises en Allemagne, que l'on nous présente souvent comme une véritable réussite, elle est fondée, vous le savez, sur des pratiques de dumping social forcené et aujourd'hui 20% des salariés allemands sont embauchés à temps partiel pour des rémunérations inférieures à 5 € de l'heure. C'est cela le modèle de compétitivité qu'on veut nous vendre coûte que coûte et qui semble d'ailleurs ces temps derniers légèrement en panne. C'est une illustration de plus des principes de concurrence libre et non faussée à la mode européenne. Parlons quelques instants des perspectives offertes sur le moyen terme par le CICE. Comme le rappelle le rapport Carré, 3 modèles macroéconomiques ont été conçus pour évaluer les effets du CICE en termes d'emploi, de croissance ou encore d'échanges extérieurs. Sans surprise, le modèle le plus optimiste est celui de la direction du Trésor, qui tente d'expliquer que la perte des ressources fiscales causée par le CICE, 17,5 milliards d'euros en 2015, serait compensée par une progression du PIB située entre 0,9 et 1,1% sur la période 2017 à 2022, soit entre 22 et 25 milliards. Il est évident que ni le Trésor ni M. Macron, alors conseiller à l'Élysée, n'avaient intérêt à minorer les effets positifs attendus par la mise en œuvre du crédit d'impôt, même si l'effet levier s'avère faible. En termes d'emploi, le modèle du Trésor évoque 396 000 créations d'emplois à l'horizon 2017. Avant d'être parlementaire, j'ai été enseignante en école élémentaire. J'ai fait faire beaucoup de calculs mentaux, contrairement à ce que l'on dit. Mais faisons une simple division. 66,1 milliards d'euros de créances CICE prévues à l'horizon 2017. Par 396 000 emplois créés attendus, nous aboutissons à une charge unitaire de près de 167 000 € par emploi créé. Ce n'est plus de l'emploi aidé, mes chers collègues, c'est de l'emploi privé sous perfusion de fonds publics, et ce, à fonds perdus. À ce niveau de coût, il vaut peut-être mieux assurer l'équilibre de l'assurance chômage et créer des emplois publics. Cela coûtera moins cher aux finances publiques. Et quand je lis Martine Aubry dans le JDD, elle ne semble pas loin de faire la même analyse quand elle dit « 20 milliards d'euros peuvent être libérés » et elle précise même « Je propose un soutien avec ces 20 milliards à la croissance qui touche les ménages et les collectivités locales ». Il est par ailleurs à craindre qu'un autre effet pervers n'accompagne le CICE. Comme le montre nombre de réponses fournies par les professionnels des différents secteurs d'activité interrogés, autant par le comité Pisani-Ferry que par la mission Carré, les entreprises utilisent d'abord le CICE pour investir. C'est-à-dire que la créance peut fort bien servir à assurer l'autofinancement de certaines acquisitions, mais aussi, c'est à craindre, à permettre les investissements substituant le capital matériel au capital humain, c'est-à-dire la machine à l'emploi. En clair, le CICE permettrait d'accélérer les processus dits de modernisation, accompagnés de suppression de postes de travail.
L'évaluation beaucoup plus modeste retenue par l'OFCE sur l'incidence du crédit d'impôt et notamment son faible impact sur la croissance atteste clairement que les arbitrages de dernier ressort n'ont pas forcément vocation à développer la production de chaque entreprise. Pour Mathieu Plane, concepteur du modèle de l'OFCE, le CICE devrait conduire à la création de 150 000 emplois au bout des 5 ans de mise en place et générer un gain de croissance de 0,1 point de PIB en 2018. Le CICE ne sert peut-être tout simplement qu'à réduire les coûts salariaux pour accroître la rémunération du capital. C'est en tout cas le choix, nous semble-t-il, que certaines sociétés ont fait. C'est pourquoi, à tout le moins, Madame la Ministre, nous devrions en toute transparence connaître les sommes dont chaque entreprise bénéficie pour mieux apprécier l'utilisation des fonds publics qu'elles reçoivent. Nous le demandons bien, nous, élus, aux associations dans toutes nos collectivités. D'aucuns s'interrogent cependant sur la possibilité de modifier la nature du CICE et de le transformer en allègement complémentaire de cotisations sociales. L'hypothèse est avancée dans le rapport Carré, qui y voit l'opportunité de réduire les cotisations sociales et de financer, par exemple, la disparition des cotisations dites patronales destinées à la branche famille. On aura constaté qu'avant de réduire définitivement les cotisations, c'est aux prestations de cette branche que l'on s'attaque. Mais l'hypothèse du rapport Carré n'est rien d'autre qu'une idée défendue par le parti même de l'intéressé, l'UMP, en matière de politique publique. Dès le 15 décembre 2012, date du débat parlementaire sur l'article créant le CICE, que le Sénat avait rejeté par scrutin public, nos collègues Arthuis, Delahaye, de Montgolfier et Delattre intervenaient tous pour légitimité le remplacement du crédit d'impôt par ce qu'ils appellent les allègements de charges, financés au demeurant par la hausse de la TVA et que nous appelons pour notre part des baisses de salaire. Plutôt que de s'interroger sur le bien fondé de dépenser de 17 milliards à 22 milliards à alléger la légitime contribution fiscale des entreprises, elles bénéficient en effet de la dépense publique elle aussi. Les porte-paroles que je viens de citer préféraient voir dans le CICE un levier de plus pour mener leur action de longue haleine contre le financement solidaire de la protection sociale. Que le CICE entende permettre la restauration des marges des entreprises, leur compétitivité, ou que les allègements de cotisations sociales cherchent à alléger le coût du travail, tout cela ne constitue que les deux faces de la même logique, qu'on réduise le salaire socialisé en supprimant des cotisations sociales ou qu'on restaure les marges des entreprises, on vise dans tous les cas à accroître les profits, quelle que soit d'ailleurs la réalité de la production. Dans tous les cas, le partage de la valeur ajoutée créée de manière exclusive par le travail des salariés leur est chaque fois plus défavorable et s'aligne à contrario à la hausse quand il s'agit de payer la rente des banquiers ou de rémunérer les actionnaires. La société que nous voyons s'esquisser derrière ces choix est encore plus dure que celle d'aujourd'hui. Le travail y sera toujours plus mal rémunéré, toujours plus précarisé, la formation des travailleurs toujours méprisée, leur qualification toujours moins reconnue, pendant que les actionnaires percevront toujours plus de dividendes dans une course au maintien d'une haute rentabilité des investissements. Madame la Présidente, m'ayant demandé d'accélérer, je voudrais... J'ai dépassé, je constate en effet que j'ai dépassé. Je vais donc conclure. Oh, quand même pas. Faut-il que nous dépensions des sommes fort importantes pour créer, selon les estimations, 152 000 à 396 000 emplois dans les 5 années qui viennent, et je vous le rappelle, ce qui ne représente que 1 à 2,5% de l'emploi privé. Nous ne le pensons pas. Il est grand temps que les politiques de soutien aux entreprises et ou à l'activité sortent de l'ornière des allègements de fiscalité ou de cotisations sociales pour aller au cœur des enjeux, la qualité de financement de l'investissement productif, la progression des rémunérations et des qualifications, la réduction du temps de travail rendue possible par les évolutions technologiques. Voilà ce qui devrait guider l'action publique en direction des entreprises et particulièrement le rôle de la BPI devrait être réinterrogé dans ce sens. Merci, ma chère collègue. Essayez de respecter le temps. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Stéphane Ravier. Vous avez la parole, mon cher collègue.
Oui, merci Madame la Présidente. Vous venez à la tribune, À la chers collègues, s'il vous plaît. On voit les nouveaux. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, ce débat sur le CICE est pertinent, à condition de replacer ce débat sur des bases saines, en regardant la réalité économique en face. La réalité, c'est que le CICE est sinon une perte, du moins un sacrifice pour les finances publiques. Et pourquoi l'État sacrifie-t-il ainsi de la ressource fiscale qui devrait financer ces missions régaliennes où les Français l'attendent, notamment la sécurité, puisqu'en France, aujourd'hui, ce sont les écoles qui brûlent, ou encore sur la défense nationale, dont le budget sera une fois encore raboté cette année, alors que notre armée est engagée aux quatre coins du globe. Un sacrifice pour payer sans aucun doute les pots cassés du sans-frontiérisme bruxellois qui mine notre compétitivité en faisant de notre pays un espace ouvert à tous les vents, en particulier au vent mauvais de la concurrence déloyale. D'un côté, on assomme nos entreprises avec la concurrence déloyale venue de pays qui ne respectent aucune norme, qu'elle soit sociale, économique, environnementale, sanitaire, voire même syndicale, mais aussi avec la hausse de la TVA qui les oblige à réduire leurs marges pour ne pas augmenter leurs prix, tout en reversant davantage à l'État. De l'autre, on leur rend quelque argent, mais sans cibler le secteur en particulier. Rien d'étonnant dès lors à ce que le CICE n'atteigne pas ses objectifs. Nous sommes loin des 13 milliards promis aux entreprises, mais surtout, le système profite davantage aux emplois non délocalisables qu'à l'industrie, la construction, qui continue de perdre du terrain dans notre pays, avec respectivement 8 100 et 8 800 postes perdus au premier semestre 2014. La solution est ailleurs. Non pas le repli sur soi, non pas fermer les frontières. Personne ici n'a pour ambition de faire de notre pays la Corée du Nord de l'Europe, mais simplement protéger intelligemment, enfin, nos intérêts économiques et par là même nos entreprises, comme le font toutes les grandes démocraties du monde, comme le font les grands pays, mais ailleurs qu'en Europe. Dès lors, nous n'aurons plus besoin d'une usine à gaz coûteuse comme le CICE. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, depuis décembre 2012, nous n'avons guère eu d'occasion d'évoquer spécifiquement le dispositif du CICE en séance publique. Je souhaite donc remercier nos collègues du groupe communiste d'avoir demandé ce débat sur le bilan de son application. En effet, les conditions de la création de ce crédit d'impôt ont été particulièrement confuses. Le rapport Louis Gallois, à peine publié en novembre 2012, le gouvernement a souhaité en prendre immédiatement acte en introduisant dans la troisième loi de finances rectificative pour 2012 un amendement portant création de ce nouveau dispositif. Un amendement à 20 milliards d'euros, c'est rarissime, et même peut-être historique, je n'ai pas vérifié. Heureusement d'ailleurs, car cette méthode est bien avantageuse pour le gouvernement. Pas d'étude d'impact, peu de débats en commission, et pour nous, sénateurs, le sentiment d'être placés devant le fait accompli en séance publique, lorsque vous constatez que l'Assemblée nationale a introduit dans le texte un tel dispositif. C'était démocratiquement un peu léger, Madame la Ministre, pour un crédit d'impôt reposant sur une enveloppe de 20 milliards. Dans ces conditions de présentation, il faut bien le dire, aussi d'improvisation, il était logique à l'époque que le Sénat, dans sa grande sagesse, rejette l'adoption de ce crédit d'impôt. J'étais d'ailleurs, à titre personnel, co-signataire de l'amendement qui avait supprimé l'article, avant que le Sénat finisse par rejeter l'ensemble du PLFR de 2012. Au-delà des arguments de forme, 3 motifs de fond justifiaient il y a 2 ans ce rejet.
les conditions de financement du CICE, le faible impact prévisible du dispositif et son moindre avantage en comparaison de la TVA sociale. Il me semble trop tôt aujourd'hui pour faire un bilan complet du dispositif et de son impact macroéconomique. On peut néanmoins avoir une première idée de son efficacité à venir à travers les modalités de son lancement. Qu'en est-il donc du CICE après 2 années d'application? Première question, quel a été l'impact du dispositif ces 2 dernières années? Dès l'origine, l'analyse par les sénateurs du groupe UDI-UC du CICE et des modalités de son application nous le faisait percevoir non pas comme il aurait dû l'être, comme un outil d'amélioration de la compétitivité des entreprises, mais plutôt comme un outil de conservation de l'emploi dans les grands groupes de services. En effet, le CICE n'est pas une baisse des charges sociales, mais un crédit d'impôt sur les bénéfices, sur ceux qui en font en tout cas, que ces derniers soient assujettis au régime de l'IS ou de l'IR. Ce crédit est assis sur l'évolution de la masse salariale jusqu'à 2 SMIC et demi. Aussi, plus vous êtes une grande entreprise, plus vous employez de personnes, plus leurs rémunérations moyennes sont basses, plus vous êtes bénéficiaire du CICE. Inversement, une start-up ou une petite entreprise qui emploie des ingénieurs de haut niveau, rémunérés au-delà de 2 SMIC et demi, est de facto exclue de l'assiette du crédit d'impôt. L'exemple de La Poste est particulièrement significatif de ce phénomène. Elle est l'une des premières bénéficiaires de ce dispositif, et pourtant elle ne semble pas être la cible première du CICE. Il ne s'agit pas d'emploi industriel, et a fortiori, ce n'est pas à travers le soutien de ce type de groupe que la France va résoudre son problème de compétitivité. L'effet principal du dispositif semble donc plutôt de récompenser les grands groupes qui font un effort pour dynamiser leur masse salariale, plutôt que les entreprises soumises à la compétition mondiale et qui se battent à l'export. Le rapport d'information de l'Assemblée nationale indique que plus d'1,2 million entreprises ont bénéficié en moyenne d'une dizaine de milliards d'euros au titre du CICE. Or, il apparaît dans ce même rapport que les PME ne représentent que la moitié des sommes versées, alors qu'elles représentent plus de 95% des entreprises. Il est donc manifeste qu'une poignée de grands groupes s'accaparent près de la moitié des fonds versés. Cette dichotomie entre les grands groupes et les entreprises de taille plus modeste n'est pas non plus sans effet structurel dans le paysage entrepreneurial. En effet, si l'on prend l'exemple du secteur du bâtiment, le CICE a renforcé la différence entre les grands groupes bénéficiaires du CICE et leurs sous-traitants de taille plus modeste, parfois des artisans, des indépendants ou des auto-entrepreneurs, exclus de fait du champ d'application du dispositif. En matière d'emploi industriel ou de renforcement des entreprises tournées vers l'exportation, cible privilégiée du rapport de Louis Gallois, et à juste titre, le constat est sans appel. Près de 35% des montants versés au titre du crédit d'impôt sont destinés à des secteurs non exposés à la concurrence internationale. La restauration, l'hôtellerie, mais aussi le spectacle, l'enseignement et même l'administration publique, entre autres, voire les associations. L'emploi industriel et les secteurs exposés ne sont donc pas la cible unique du CICE. Dans tous les cas, le CICE demeure sous-employé. D'après le rapport, il faudrait attendre 2018 pour que la créance du CICE dépasse la barre des 20 milliards d'euros qui était initialement l'objectif de départ. D'après les chiffres fournis par le rapport d'information de l'Assemblée nationale, cela signifie que près de 14,8 milliards d'euros n'auront pas été alloués au financement du CICE pendant 4 ans. C'est autant d'efforts supplémentaires sans contrepartie demandés à nos concitoyens. Tout cela pose donc la question du financement du dispositif. En effet, le crédit d'impôt a été financé par une enveloppe prévisionnelle de 20 milliards d'euros qui devait être appuyée sur la hausse de la TVA, c'est-à-dire le passage du taux principal de 19,6 à 20 et du taux intermédiaire de 7 à 10%, d'un effort sur les dotations des collectivités et de la mise en place d'une nouvelle fiscalité écologique. Rétrospectivement, ces annonces prêtent à sourire, sauf pour les collectivités. En effet, en ce qui concerne la TVA, cela signifie qu'un crédit d'impôt ciblé sur les grands groupes est financé par l'ensemble de la population et l'ensemble des entreprises. Dans le secteur du bâtiment, ce mode de financement renforce une fois de plus la différence entre les grands groupes et leurs sous-traitants, puisque de fait, le CICE s'apparente alors à un transfert net de fonds des petits groupes vers les grands,
ce qui ne peut à terme que favoriser la concentration dans ce secteur. Pour le reste, la fiscalité écologique est au point mort, avec la polémique interminable sur l'écotaxe et ses avatars. Quant à l'effort des collectivités, il est désormais dédié au financement des baisses de charges sociales annoncées dans le cadre du pacte de responsabilité, qui sont complémentaires. Il n'en demeure pas moins que le mode de financement est surdimensionné par rapport aux demandes réelles d'accès au CICE. Cela signifie donc que, sous couvert d'un effort en faveur de la compétitivité des entreprises, le gouvernement a subrepticement fait passer une hausse de TVA dédiée à l'assainissement des finances publiques, moins de 6 mois après avoir supprimé la TVA compétitivité proposée en février 2012 par le gouvernement de François Fillon lors de sa première loi de finances rectificative pour 2012. Cette astuce est renforcée par la logique du préfinancement. En effet, le CICE est préfinancé par la Banque publique d'investissement et les banques commerciales et par la créance que les entreprises constatent sur le budget de l'État. Concrètement, les entreprises constatent à la fin de l'année N qu'elles ont une créance sur le budget de l'État. Or, la dette correspondante à cette créance n'est pas prise en compte dans le budget de la même année. C'est effectivement très astucieux, mais pas bien respectueux du principe de sincérité des comptes publics, Madame la Ministre. Encore aujourd'hui, le passage à un régime de TVA sociale nous apparaît plus efficace que l'actuel CICE, et cela pour au moins 3 raisons. Première raison, le CICE introduit une forme d'injustice dans la politique fiscale des entreprises. Tout le monde contribue à son financement, mais tous n'en bénéficient pas. J'ai déjà évoqué les distorsions dont le CICE pourrait être la cause dans certaines branches, je n'y reviendrai donc pas. La TVA sociale est universelle et concerne tout le monde, dès lors qu'elle permet de baisser les charges sociales qui pèsent sur toutes les entreprises, de l'auto-entrepreneur à la multinationale. Deuxième raison, le CICE est complexe. N'en déplaise au rapport de l'Assemblée nationale qui vante sa simplicité, ce dispositif demande une déclaration, une procédure d'attribution et un suivi national et régional, sans oublier les conditions particulièrement lourdes et complexes de son préfinancement. La TVA sociale est claire, simple et lisible. Vous augmentez la TVA, vous affectez le produit supplémentaire à la sécurité sociale et vous baissez en conséquence les charges sociales, et cela sur une même année. Troisième raison, la TVA sociale a des effets plus sensibles sur l'emploi et sur la compétitivité. En effet, en ciblant la baisse des charges et pas un simple crédit d'impôt, en le finançant par une hausse sensible du taux principal de TVA, ce mécanisme permet de taxer la consommation de produits importés tout en favorisant la production nationale. Il s'agit ainsi de financer le redressement de notre capacité de production et de notre protection sociale en renchérissant les prix de nos compétiteurs étrangers. Cette logique vertueuse est un vecteur de croissance, de développement de nos entreprises, de baisse du coût du travail. Il stimule l'offre nationale et donc l'emploi de nos concitoyens. N'aurait-il pas été plus simple, Madame la Ministre, d'amplifier le dispositif de TVA compétitivité voté en février 2012, plutôt que de perdre une année à mettre en place le CICE pour annoncer encore un an plus tard un nouveau plan de baisse des charges via le pacte de responsabilité, sans lier le financement des deux? D'un côté, nous avons une hausse sous-employée de la TVA et de l'autre, la promesse d'une baisse hypothétique de la dépense publique, sauf pour les collectivités qui vont vraiment voir leurs ressources diminuer. En conclusion, dans le contexte de tensions fiscales actuelles et de dégradation de la compétitivité de nos entreprises, tout ce qui va dans le sens du soutien au secteur marchand est une bonne nouvelle. Le CICE est ainsi la seule véritable mesure fiscale intéressant le fonctionnement de l'économie réelle qui ait été prise depuis mai 2012. Malheureusement, ce crédit d'impôt a raté une partie de sa cible, et c'est bien dommage. Le diagnostic et les propositions de Louis Gallois étaient clairs. Notre économie et nos entreprises avaient besoin, et ont toujours besoin, d'un dispositif clair et efficace pour soutenir l'innovation, l'exportation, la compétitivité et donc l'emploi industriel. À l'arrivée, à vouloir être trop œcuménique entre l'industrie et les services, vous avez produit un crédit d'impôt dont l'effet d'entraînement économique est finalement trop faible pour stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi. En dépit de nos réticences initiales, le groupe UDI-UC a essayé de modifier ce mécanisme.
Nous avons par exemple déposé à de nombreuses reprises des amendements afin d'ouvrir le CICE aux indépendants et aux artisans. Et pourtant, le constat s'impose avec une certaine évidence, il aurait été plus simple, plus rapide, plus lisible et plus efficace de mettre en œuvre une véritable TVA sociale. Le Premier ministre Manuel Valls avait jadis vanté ses mérites. Nous attendons donc qu'il soit enfin fidèle à ses premières convictions. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-François Husson, du groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, dans notre semaine de contrôle, le groupe communiste a eu, dirais-je, la bonne idée de nous proposer un débat sur le crédit d'impôt compétitivité et emploi, le CICE. Cette initiative correspond tout à fait à l'actualité puisque nous disposons depuis quelques jours d'un premier bilan de ce dispositif, 20 mois après son entrée en vigueur, ce qui permet de faire une première évaluation. Parallèlement, je tiens à mentionner le travail très intéressant de nos collègues députés dans le cadre de la mission d'information que préside notre collègue Olivier Carré. Bien entendu, je gage que nos collègues communistes, pour des raisons qui nous séparent à l'évidence et profondément, ont choisi d'aborder ce sujet, nous l'avons entendu, sous l'angle de la distribution des dividendes, des profits détournés, et encore, je dirais, pour éviter les questions de personnes, en tous les cas, au-delà des dispositions de la législation sur le CICE. Certes, on constate que certaines grandes entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, et par exemple la Poste ou la SNCF, bénéficient ou ont bénéficié largement du CICE et qu'elles ont pourtant une politique de distribution des dividendes généreuse, voire, il faut le reconnaître, un faible niveau d'embauche. Cependant, en y regardant de plus près, les 3/4 du CICE à ce jour bénéficient à des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire, entreprises qui réalisent l'essentiel de leur activité en France, contrairement aux grandes entreprises cotées, dont nous sommes également, je dois le dire, très fiers. Je me permettrai de citer à cette tribune des éléments de notre collègue devenu secrétaire d'État, Christian Ecker, élu de Lorraine, dont je suis, et de Meurthe-et-Moselle, qui est aussi mon département, tenu en juin 2013. Je cite « Rapporteur de la Commission des finances, je ne devrais sans doute pas écrire les lignes qui suivent, quoique, ce qui me frappe, depuis un an, presque jour pour jour que je travaille avec le gouvernement sur les questions budgétaires, c'est le nombre de contradictions auxquelles nous devons faire face. » Puis, sur le CICE, il ajoute il évoque les effets d'aubaine garantis, mais aussi les effets pervers assurés. Les artisans sans salariés regarderont passer le train, alors que les entreprises, et notamment les grosses entreprises du BTP, verraient leur impôt diminuer. Avait-il vu juste? Toujours est-il que, s'agissant du BTP, c'est un secteur aujourd'hui qui souffre terriblement. Mais l'enjeu du CICE est ailleurs assurément, et le débat sur son utilisation relève, selon nous, d'une approche qui doit embrasser un horizon plus large. Le CICE, assurément, est une mesure à la disposition des entreprises qui doit être utilisée en fonction de leurs besoins, de la conjoncture et de leurs perspectives économiques. Il doit créer une dynamique qui sert l'entreprise, qui participe à la restauration des marges de celle-ci et qui favorise aussi l'emploi. Même si, là encore, on a pu constater un énième revirement de la part du gouvernement avec le rétropédalage, exercice devenu habituel mais ô combien périlleux de M. Sapin, qui a déclaré au début de ce mois que l'objectif premier du CICE n'est pas de créer des impôts, mais d'aider les entreprises, je cite, à retrouver les marges qu'elles avaient perdues. 2012 et nous sommes en 2014. Il faut donc accepter de concevoir le CICE au regard des objectifs que le gouvernement lui a assignés, même si, avouons-le,
la confusion règne largement et qu'il serait utile d'avoir une politique économique d'encouragement aux entreprises. En fait, une politique de l'offre qui serait un bon objectif, mais que, assurément et malheureusement, le gouvernement a toutes les difficultés à réaliser. À ce titre, permettez-moi, mes chers collègues, un petit rappel historique, parce que je ne compte plus les bricolages ni les improvisations gouvernementales, que ce soit en matière de fiscalité, de cotisation sociale ou de compétitivité. À son arrivée au pouvoir, votre majorité, la majorité de gauche, s'était empressée de supprimer la TVA compétitivité. Ça a été rappelé par mon collègue qui parlait juste avant moi, par pure idéologie, j'oserais même dire par dogme. Ce dispositif avait pourtant le mérite de la simplicité et de l'efficacité. Il s'agissait d'augmenter la TVA pour compenser les baisses directes de charges sociales. Vous avez ensuite décidé et mis en œuvre une politique d'augmentation massive des impôts à contretemps de nos partenaires européens, ce qui, immanquablement, a profondément déstabilisé et pénalisé nos entreprises. Dois-je rappeler à cet instant le pic historique, cette année, du taux le plus élevé des prélèvements obligatoires qui atteint aujourd'hui plus de 56,5% de notre PIB. Cependant, contraint et forcé par ce que le ministre, issu de vos rangs, M. Moscovici, avait alors qualifié de ras-le-bol fiscal, vous avez alors pris conscience des limites de cette politique économique et fiscale, parce qu'au-delà de la crise, elle n'a finalement fait qu'aggraver la situation de notre économie et de nos entreprises. Nous le savons tous, nos entreprises souffrent d'un handicap de compétitivité. C'est d'ailleurs ce qui légitime une politique de l'offre. Sur ce point, je citerai, une fois n'est pas coutume, une personne dont la compétence est reconnue de tous, M. Thomas Piketty. Je cite « Il n'est ni juste ni efficace de faire reposer l'excès de financement de notre modèle social sur la masse salariale du secteur privé. » Madame la ministre, même si l'analyse ne fait pas l'unanimité dans votre majorité, ça a été rappelé d'ailleurs par notre collègue à l'ouverture de notre débat, sachez qu'avec mes collègues de l'UMP et bien au-delà d'ailleurs, je partage les considérants de ce diagnostic. Ainsi, après avoir perdu plus d'une année, vous avez décidé la mise en place d'un ersatz de TVA compétitivité, le CICE. Ersatz parce qu'il ne s'agit pas d'une baisse directe des charges sociales, comme le préconisait d'ailleurs le rapport Gallois, mais d'une forme de crédit d'impôt qui est en fait un tour de passe-passe budgétaire, puisque l'État crédite les entreprises avec une année de décalage. Permettez-moi à ce stade de faire deux observations. Le CICE est un soutien aux entreprises dont la valeur correspond aux augmentations d'impôts qu'elles ont subies. Deuxième observation, vous baissez les charges sociales par un crédit d'impôt imputé sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Avouez qu'en termes de simplicité, vous auriez pu faire mieux. Et les entrepreneurs nous le disent, nous le répètent. Là, je cite, non pas nommément comme ça a été fait par ma collègue, mais je vais simplement vous citer par exemple le patron de la CGPME de mon département et de Lorraine qui déclare « Le système est compliqué, il coûte cher en gestion et il n'a pas l'effet qu'aurait pu avoir une simple baisse des charges sociales. » Aucun cap, une série d'improvisations, un choc de complexité. Ne sommes-nous pas là face à une nouvelle usine à gaz, bien éloignée d'ailleurs du choc de simplification? Regardons maintenant le premier bilan du CICE. Il nous conduit à dresser le constat d'une situation que je qualifierais de mitigée. La montée en charge du dispositif est lente et le décalage avec vos prévisions, ou oserais-je dire vos espoirs, est surprenant, en tous les cas, quand on en fait la mesure objective. Initialement, pour 2013, votre prévision était de 13 milliards et nous devions passer à 20 milliards en 2014. Or, début septembre, la consommation constatée est à peine supérieure à 5 milliards. Alors certes, il manque des déclarations d'entreprise et liées à l'exercice fiscal, puisque pour certaines, elles sont de petite taille. Le CICE pouvant être utilisé sur 3 ans, tenons compte de ce décalage. Cependant, comment expliquer une telle frilosité? Vous nous dites que le dispositif est ou serait mal connu.
Eh bien, écoutez, je vous accorde encore à cet instant le bénéfice du doute, mais sachez que je ne me fais aucune illusion. Lorsque l'on écoute les chefs d'entreprise, on constate en fait qu'ils sont partagés sur la pertinence du CICE et que sa première utilité, faut-il le rappeler, est de compenser autant que faire se peut, et je le redis, une partie des impôts supplémentaires qu'ils ont subis. C'est aussi une compensation d'autres mesures que vous avez prises et qui ont contribué à augmenter le coût du travail. La réforme des retraites, les hausses de salaire, notamment du SMIC, la suppression des exonérations d'heures supplémentaires, le compte pénibilité. Surtout, et aussi, ce dispositif apparaît comme complexe et le coût de son préfinancement élevé, surtout pour les très petites entreprises. Dois-je enfin vous signaler que les chefs d'entreprise craignent, d'une certaine manière, la recrudescence des contrôles fiscaux ou sociaux, comme c'est le cas pour le crédit impôt recherche. Si certains entrepreneurs voient malgré tout dans le CICE une forme de bouffée d'oxygène pour leur trésorerie, on peut d'ores et déjà constater que les objectifs que vous avez assignés au CICE ne sont pas tous atteints, quel que soit le point de vue sur lequel on se place. Malgré le CICE, les marges des entreprises continuent à se détériorer. L'INSEE nous a donné récemment, les marges sont passées maintenant sensiblement en dessous de 30%, 29,4% en 2014, 29,8% en 2013. C'est la descente, je ne dis pas aux enfers, mais c'est une descente pour l'instant inexorable. L'investissement des entreprises ne s'est pas non plus amélioré. Premier trimestre 2014, moins 0,6%. Deuxième trimestre 2014, moins 0,7%. Enfin, l'emploi, le E de CICE, ne s'améliore pas non plus. Oserais-je rappeler que vous aviez annoncé en 2012 la création de 300 000 emplois en 2 ans grâce à ce dispositif. Quant à l'inversion de la courbe du chômage qui nous était promise pour la fin 2013 par le président Hollande, ce n'est plus une plaisanterie. Sa parole a été discréditée et la situation est trop grave pour pouvoir même en sourire. Il faut simplement la rappeler pour redonner les responsabilités à chacun. Et si je rappelle le point de vue de l'organisation patronale, du MEDEF, dans mon département, là aussi, on nous disait c'est simple, une entreprise, pour espérer toucher 1 000 € par salarié, et pour 10 collaborateurs, elle peut toucher 10 000 €, sauf que pour embaucher quelqu'un, il faut au minimum 20 000 €. Comment peut-on faire dans la conjoncture actuelle pour embaucher autant de personnel? Je souhaite simplement rappeler une évidence, c'est que c'est d'abord et avant tout, dans notre économie, le carnet de commandes qui fait l'emploi. Enfin, à terme, le financement de ce dispositif n'est pas assuré. Vous avez d'abord annoncé qu'il serait neutre pour le budget de l'État. Cette dépense devait en effet initialement, ça a été rappelé, être financée par la hausse de la TVA, l'introduction d'une taxe environnementale et une baisse de la dépense publique. Vous avez donc annulé la hausse de la TVA pour mieux la remettre en vigueur au 1er janvier 2014. Belle cohérence. La fiscalité environnementale est due au passage des 5 ministres à ce jour qui en ont eu la charge. Cette fiscalité environnementale s'est perdue dans les limbes. Il reste la baisse de la dépense publique qui demeure, à notre avis, hypothétique et pour 3 raisons. Nous estimons que les 50 milliards que vous envisagez en 3 ans de réduction, notamment pour financer la baisse des charges et l'équilibre des dépenses publiques, n'est pas réalisable, parce qu'elle ne répond pas aux objectifs que vous vous êtes fixés et parce que nous avons un véritable doute sur votre capacité à les réaliser. Vous allez donc très probablement être confronté à un effet ciseau, la montée en charge du CICE, alors que dans le même temps, la dépense ne baissera pas à due concurrence. Et de notre point de vue, tant que les dépenses publiques ne seront pas réduites substantiellement, nous ne pourrons pas financer une politique, et c'est regrettable, favorable à l'investissement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous le demandent. L'État doit d'abord se réformer courageusement et réaliser effectivement un important programme d'économie, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans le prochain débat en loi de finances. En fait, en dressant ce premier bilan du CICE,
force est de constater que, s'agissant de la politique de l'offre, vous êtes d'une certaine manière resté au milieu du gué. Le CICE sera au mieux un ballon d'oxygène, mais ne constituera pas un élément fort d'une politique de compétitivité. Sa montée en charge est lente et sa possible consommation sur 3 exercices, en fonction des résultats des entreprises, ne répond en tout cas pas à la situation d'urgence de nos entreprises. Nous aurions préféré une mesure générale, simple et à effet rapide. Priorité doit donc être donnée à la logique économique, restauration des marges, politique d'investissement et politique de création d'emplois. Si j'osais, je dirais, il ne suffit pas de déclarer « j'aime l'entreprise », il vaut mieux en apporter aujourd'hui des preuves concrètes. C'est sur ce sujet que nous serons collectivement jugés. Que n'avez-vous d'ailleurs suivi les préconisations du rapport Gallois qui préconisait, lui, une baisse des charges directe et massive? A contrario, nous allons, en 2015, nous retrouver avec 3 dispositifs. Les exonérations sur les bas salaires, le CICE et les mesures du pacte de responsabilité. Est-ce lisible pour les entreprises? Je vous le dis, non. Est-ce cohérent? Non. Est-ce efficace? J'en doute fortement. Votre CICE demeure donc ainsi une mesure isolée. Restera-t-il, comme certains le disent, et je cite Thomas Piketty à nouveau, le symbole de l'échec de votre quinquennat? Une verrue incarnant jusqu'à la caricature l'incapacité du pouvoir en place à engager une réforme ambitieuse de notre modèle fiscal et social qui se contente d'ajouter des couches de complexité sur un système qui en compte déjà beaucoup trop. Parfois, il est douloureux d'entendre certains des siens témoigner. Le CICE ne permet pas la constitution d'un écosystème favorable à l'entreprise sur le long terme. Il n'est pas, de notre point de vue, à la hauteur pour recréer un climat de confiance avec le monde de l'entreprise. Dans cette perspective, d'autres mesures nous paraissent indispensables et j'en citerai 6 en terminant mon propos. Le premier, simplifier la vie des entreprises, mettre fin aux contrôles intempestifs, aux normes diverses et aux formalités inutiles. Deuxième, des accords pour l'emploi offensifs au niveau des branches et des entreprises. Troisième objectif, une relance d'une politique active et audacieuse de l'actionnariat salarié. Quatrième politique, une politique fiscale qui favorise l'investissement. Je me permettrai d'ailleurs de rappeler que tout prélèvement confondu, les entreprises de taille intermédiaire et les PME françaises paient, si on les compare à leurs homologues allemandes, 60% d'impôts de plus. Le Lorrain que je suis, frontalier de ce pays, souhaite rappeler ces différences qui sont des différences qui portent préjudice à la compétitivité des entreprises entre les pays et dans nos territoires. Cinquième élément, ça a été abordé d'ailleurs dans certaines lois récentes, la flexi-sécurité sur le marché du travail. Et enfin, j'y reviens, sixième et dernier objectif, une véritable réforme de l'État. Ce sont ces mesures, Madame la Ministre, que nous appelons de nos vœux au-delà du seul CICE. Parce qu'il est temps aujourd'hui de redonner confiance à nos entrepreneurs et de créer peut-être d'abord et avant tout une dynamique favorable à l'investissement et à l'emploi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean Germain du groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, peut-être vais-je apporter une tonalité plus favorable à cette disposition. Le 5 novembre 2012 était présenté le rapport Gallois qui présentait un pacte pour la compétitivité de l'industrie française. Il était largement accepté dans notre pays, à la fois
par les entrepreneurs et par tous ceux qui travaillent sur ce sujet. Il indiquait notamment quelle était la situation d'urgence dans notre pays, le manque de compétitivité et la perte de muscles économiques en France. Et donc il proposait le transfert d'une partie des charges sociales pour faire baisser le coût du travail, afin de pouvoir vendre moins cher, afin de restaurer la marge des entreprises, trop faible, en vue de meilleurs investissements. Quelques jours plus tard, après un séminaire gouvernemental consacré au Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, le Premier ministre annonçait un allègement de 20 milliards du coût du travail, étalé sur 3 ans, portant sur les salaires compris entre 1 et 2,5 SMIC, ce qui représenterait à terme une baisse de 6% du coût du travail. Et cette réforme prenait la forme d'un crédit d'impôt de 20 milliards pour les entreprises, financé à part égale par des économies supplémentaires dans les dépenses publiques et par des modulations de la TVA et de la fiscalité écologique. Premier constat, à la fois dans le rapport Gallois et à l'issue du séminaire gouvernemental, sur lequel, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, mais que nous partageons, le poids des cotisations patronales pesant sur les salaires est excessif en France et il est urgent de les alléger. Non pas pour faire un cadeau aux patrons, mais parce qu'il n'est ni juste ni efficace de faire reposer à l'excès le financement de notre modèle social sur la masse salariale du secteur privé. Et de fait, lorsque l'on compare la France aux pays disposant d'un État social d'ampleur comparable, notre principale particularité est le poids de nos cotisations patronales. Le taux global est supérieur à 40%. Pour verser 100 € de salaire brut, l'employeur paie plus de 140 € en salaire super brut, dont la moitié pour les cotisations retraite et chômage et la moitié pour les cotisations maladie, famille, construction, formation, etc. Donc deux moitiés très différentes, aux objectifs très différents, mais qui pèsent sur le coût du travail. Les faits sont têtus, il faudra bien continuer à travailler sur cette question. 2 rapports viennent d'être remis, dressant un bilan d'étape du CICE. Le premier par le comité de suivi du CICE, institué par la loi et présidé par Jean Pisani-Ferry, et le second à l'issue d'une mission parlementaire présidée par Yves Blein. La mission parlementaire dresse un premier constat positif. La communication autour du dispositif a permis une appropriation rapide par les entreprises. Le montant de la créance est globalement conforme à ses prévisions. Le préfinancement fonctionne et l'utilisation est conforme aux objectifs et permet notamment de stabiliser le coût du travail et de contribuer au redressement du taux de marge des entreprises. Et la consultation du rapport de l'Assemblée nationale, page 95 et suivante, sur toutes les personnes qui ont été consultées, notamment les représentants des entreprises, indique que ce dispositif, qui peut être amélioré, tout dispositif peut être amélioré, les satisfait globalement. Le rapport du comité de suivi permet par ailleurs de lever certaines incertitudes qui ont pu être soulevées au cours des dernières semaines, notamment concernant l'impact sur les finances publiques et l'utilisation que font les entreprises de cette ressource. Cela a été indiqué par plusieurs intervenants. Le montant du CICE acquis au titre de 2013 est fixé à 10,8 milliards d'euros dans le projet de loi de finances de 2015. Ce montant est inférieur aux dernières prévisions réalisées par l'ACOSS sur la base de la masse salariale 2013 et qui estimait le montant pour 2013 à 12,3 milliards. C'est exact. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart. L'imprécision des prévisions initiales, basées sur des données sociales et non fiscales, le non-recours si le montant du CICE paraît insignifiant, le rejet pour certains des formalités administratives. L'effet nouveauté a pu jouer aussi, conduisant certaines entreprises à oublier de remplir la déclaration du CICE. Elles ont dans ce cas 3 ans pour réclamer leur dû. La nouvelle convention de comptabilité nationale impose cependant
d'enregistrer la totalité de la créance en dépenses et non plus en moindres recettes pour l'année de sa formation. Concernant l'utilisation que font les entreprises du CICE, l'analyse basée sur les enquêtes de conjoncture de l'INSEE montre que les entreprises comptent utiliser cette ressource en premier lieu pour l'investissement et ensuite pour l'emploi. Il convient toutefois d'avoir une lecture prudente de ces chiffres. La question posée par l'INSEE consiste à savoir si le CICE contribue à augmenter le résultat d'exploitation et si cela sera affecté majoritairement à l'investissement. Entre 52 et 58% des entreprises répondent par l'affirmative. Et le CICE peut tout aussi bien favoriser l'amélioration des conditions de travail, les dépenses de formation, la prospection commerciale, ce que ne teste pas l'INSEE, mais que laissent penser d'autres enquêtes plus restreintes que celles de l'INSEE qui confirment la primeur donnée à l'investissement avant tout. En ce qui concerne l'effet sur l'emploi, le rapport du comité de suivi indique qu'il s'agit souvent de préserver des emplois plutôt que de recruter de nouveaux salariés. Toutefois, l'investissement a également un impact indirect sur l'emploi non pris en compte dans ces enquêtes. Concernant les bénéficiaires du CICE, il apparaît que les PME et les TPE bénéficient pleinement du dispositif. Les rémunérations moyennes étant plus faibles dans les petites entreprises, celles-ci ont une part plus importante de leur masse salariale inférieure à 2,5 SMIC. On observe donc bien que plus l'entreprise est petite et plus la part de l'assiette CICE par rapport à la masse salariale brute totale est importante. En tout, les entreprises de moins de 50 salariés recueillent environ 39% de la créance totale du CICE, soit légèrement plus que celle de plus de 500 salariés. Par ailleurs, le commerce et l'industrie manufacturière sont les deux secteurs bénéficiant le plus du CICE en proportion du montant total versé, et cette part est légèrement supérieure à leur poids économique en termes de masse salariale. Ces secteurs étant potentiellement les plus exposés à la concurrence internationale, le dispositif semble être en mesure d'améliorer la compétitivité de la France. Enfin, le préfinancement mis en place pour permettre aux entreprises de bénéficier immédiatement de l'apport en trésorerie se met en place progressivement. Bpifrance réalise l'essentiel du préfinancement des PME et des ETI, notamment grâce à la gratuité des frais de dossier sur les demandes de faible montant. Plus de 2/3 des entreprises concernées par le préfinancement font état d'une solvabilité faible. Le dispositif a donc bien trouvé sa cible. C'est en particulier le cas du secteur de la construction, qui concentre près de 10% des bénéficiaires du préfinancement par Bpifrance. Une plus grande implication des banques commerciales pourrait toutefois être recherchée avec la montée en puissance du dispositif. La mission parlementaire fait des propositions pour améliorer le CICE selon 3 axes. Le renforcement de la communication autour du CICE, un renforcement du mécanisme de suivi et des propositions d'évolution. Les 2 premiers axes comportent des propositions bienvenues pour améliorer la compréhension et l'utilisation de l'outil, notamment pour mieux atteindre l'objectif politique d'afficher des contreparties au CICE et plus généralement au pacte de responsabilité. Renforcer la communication auprès des TPE et des PME, mieux appliquer les dispositions relatives au suivi de l'utilisation du CICE dans les comptes annuels des entreprises, encourager le dialogue social sur l'utilisation du CICE. Il apparaît par ailleurs urgent d'installer les comités régionaux de suivi du CICE, qui sont notamment indispensables à la pleine mise en œuvre des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi. Ces comités de suivi régionaux devraient se mettre en place rapidement. 3 évolutions de court terme sont également proposées. Permettre l'imputation du CICE sur les acomptes d'impôt des sociétés afin d'éviter des mouvements de trésorerie dans les entreprises. Permettre aux redevables non imposés au réel de revenir sur cette option normalement valable 10 ans afin d'être soumise à un régime réel donnant droit au CICE. Étudier la possibilité d'accorder au secteur non lucratif un avantage fiscal similaire au CICE de manière à égaliser les conditions d'accès au marché public. Enfin, la mission propose à terme de transférer le CICE sur un allègement de cotisations sociales. Il convient d'être prudent sur cette évolution, mais nul doute que nous aurons à en reparler dans un prochain débat. Le CICE est l'un des piliers de la stratégie économique du gouvernement. Cette stratégie repose sur 3 éléments : réduire le déficit public et assainir nos comptes publics, restaurer la compétitivité de l'économie et ainsi renouer avec plus de croissance et d'emploi de manière durable,
Enfin, réformer notre économie, comme nous le faisons depuis 2 ans, en amplifiant encore nos efforts. Des propositions sont faites sur l'évolution des dispositifs à moyen terme. Les patrons de PME tiennent au CICE, ils l'ont indiqué. D'après le baromètre KPMG CGPME, ils sont 66% à craindre une remise en question prochaine du CICE. Je cite, « La mesure est aujourd'hui plébiscitée par les dirigeants qui commencent à mesurer les premiers bénéfices financiers. Ils craignent d'autant plus sa remise en cause que le degré d'inquiétude face à la situation économique est important. » Je pense, mes chers collègues, que pour un dispositif qui vient de se mettre en place et qui monte en puissance, le CICE a réussi sur une grande partie de son ambition. Les entreprises ont besoin d'un message de stabilité et il ne faut pas du tout les inquiéter. Les entrepreneurs rencontrés sur le terrain s'interrogent souvent sur la pérennité du CICE. Nous devons rassurer les entreprises sur l'importance de notre politique visant à soutenir la compétitivité. Enfin, toute évolution doit être compatible avec notre engagement à réduire le déficit public. Madame la ministre, vous l'aurez compris, je suis de ceux qui considèrent que ce CICE est quelque chose de positif et que nous devons non pas inquiéter les entreprises en disant qu'il pourrait le supprimer, mais dire simplement qu'il sera amélioré. Merci. La parole est à Monsieur André Gattolin du groupe Écologie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la position des écologistes sur la mise en place du crédit d'impôt compétitivité emploi, vous vous en souvenez peut-être, avait été au moment de son annonce très clairement critique. Sur la forme d'abord, nous avions regretté qu'un tel dispositif soit mis en place sous la forme d'amendement à une loi de finances rectificative, alors que son importance appelait à davantage de débats, de réflexion et à la production d'une véritable étude d'impact. Sur le fond ensuite, ses finalités nous paraissaient beaucoup trop floues et son financement, reposant à la fois sur une baisse des dépenses publiques, une hausse de la TVA et les revenus de ce qu'on annonçait alors comme une nouvelle fiscalité écologique, nous apparaissait bien mal calibré. 2 ans plus tard, et alors que nous disposons désormais d'un certain recul, force est de constater que nos réticences n'étaient pas tout à fait infondées. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de condamner ici, en bloc, la notion même de crédit d'impôt, ni de profiter de ce débat pour revenir à un antagonisme désormais classique, celui qui oppose les partisans d'une politique de l'offre aux partisans d'une politique de la demande. Il s'agit, dans le contexte de tensions budgétaires et dans la situation de crise globale que nous connaissons, de déterminer les formes d'action les plus efficaces et les plus efficientes qui s'offrent à nous et, lorsque cela est nécessaire, de détecter et de corriger les éventuelles erreurs d'appréciation que nous avons pu commettre. Avec l'expérience du CICE qui est la nôtre aujourd'hui, je crois que 2 erreurs de conception peuvent désormais être confirmées. La première erreur, c'est d'avoir mal estimé les effets éventuellement contre-productifs de certaines mesures prises au cours des 2 dernières années et de la complexité de la mise en place du CICE lui-même. Le rapport du comité de suivi indique ainsi clairement que ce dernier, dont on sait qu'il est encore en phase de montée en charge, est nettement moins utilisé cette année par les entreprises que ce que le gouvernement prévoyait. 13 milliards d'euros de versements étaient initialement attendus en 2014 au titre du CICE de l'année 2013. La prévision révisée retenue pour le PLF n'est finalement que de 10,8 milliards d'euros. Même si l'on peut trouver ici quelques motifs de satisfaction, après tout cela représente moins de dépenses pour l'État, il est difficile de ne pas s'interroger sur ce constat. Ne serait-ce pas là, au moins partiellement, le résultat du mode de financement du CICE lui-même, ainsi que d'autres mesures prises depuis et dont l'effet récessif a déjà été largement évoqué? Je pense par exemple à la hausse de la TVA intervenue sur des secteurs tels que les transports en commun, la rénovation des bâtiments et la culture. Ne faudrait-il pas remettre enfin tout ceci à plat et évaluer clairement les effets croisés de toutes ces politiques? Car il est
en l'état, bien difficile d'en percevoir les effets positifs, alors que les effets les plus négatifs sont beaucoup plus visibles. Il est d'ailleurs intéressant de relever que, s'agissant de la hausse de la TVA, et notamment la hausse de 19,6 à 20%, son absence de répercussion sur les prix finaux pratiqués par certains secteurs, dont témoigne d'ailleurs la très faible inflation que nous observons depuis le début de l'année, eh bien, cette absence de répercussion masque un effet pervers qui contribue lui aussi à diminuer les effets promis du CICE pour les entreprises. Cela peut notamment se traduire par une rétractation des marges, non pas tellement des distributeurs eux-mêmes, mais de leurs fournisseurs, les producteurs, parmi lesquels beaucoup de PME qui auraient pourtant bien besoin de surplus d'oxygène et de marge pour investir et embaucher. La deuxième erreur, qui découle en partie de la première, c'est justement le flou qui entoure le CICE quant à sa finalité en matière de création d'emplois. J'en veux pour preuve l'évolution du discours du gouvernement lui-même sur la question. Le CICE devait d'abord permettre, nous disait-on au moment de ce lancement, de créer 300 000 emplois à terme. On a ensuite évoqué un ordre de grandeur plus proche des 150 000 emplois, et récemment, le ministre des Finances est même allé jusqu'à laisser clairement entendre qu'il n'y avait pas de lien direct entre CICE et emploi. En outre, parce que le bénéfice du CICE est limité aux salaires ne dépassant pas l'équivalent de 2,5 fois le SMIC par an, il ne facilite en rien l'embauche dans les secteurs les plus qualifiés, alors que ceux-ci auraient bien besoin d'être dynamisés pour renforcer la France sur la scène internationale et relancer son économie. De sorte qu'au final, le rapport annuel du comité de suivi reste très prudent quant aux résultats du dispositif sur les créations d'emplois. Il indique bien, en reprenant l'enquête de conjoncture de l'INSEE parue en juillet dernier, que, je cite, 48% des entreprises de services et 34% des entreprises de l'industrie disent qu'il aura un impact sur leur embauche, mais il s'agit là de données déclaratives et, pour le coup, des plus imprécises. De manière plus générale, force est de constater que nous manquons de visibilité quant à l'utilisation réelle qui est faite de leur CICE par les entreprises qui y ont recours. Alors, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe écologiste, disons-le, est favorable à des mesures qui viendraient soutenir non pas l'ensemble des acteurs économiques, quel que soit leur poids ou quel que soit leur modèle ou leur santé réelle, mais à des mesures de soutien sectoriel qui donneraient à l'État un véritable rôle de stratège, d'État stratège, et permettraient de soutenir nos entreprises les plus concernées par la concurrence internationale, nos entreprises véritablement innovantes et surtout les acteurs de la transition écologique et les acteurs d'une transition technologique que nous appelons tous de nos vœux. Michel Sapin indiquait récemment que le CICE était là pour permettre aux entreprises de retrouver leur marge et donc d'investir, ou d'embaucher, ou de former, en tout cas de préparer l'avenir. Et il est vrai qu'un crédit d'impôt peut effectivement être fort utile dans cette perspective et qu'il y a des entreprises et des industries qui ne demandent qu'à se développer et à embaucher. Mais nous ne pourrons pas les y aider avec des outils aussi généraux, imparfaitement et précipitamment conçus. De tels outils dépensent trop d'argent public sans permettre de financer assez de telles entreprises. Et qu'on ne vienne pas nous opposer l'Europe, ses directives et ses règlements qui, au dire de certains, nous empêcheraient de mettre en place pareille démarche. C'est tout simplement faux. Elle laisse en réalité de véritables marges de manœuvre en la matière, sans compter que c'est aussi à nous de nous emparer des politiques européennes pour mieux les orienter avec nos partenaires, alors que les institutions européennes terminent justement leur renouvellement. Les difficultés du CICE, comme celles plus générales de notre économie et de l'Europe tout entière, nous démontrent que c'est d'une utilisation précise, articulée et stratégique des moyens publics dont nous avons besoin aujourd'hui. À nous donc de bien en tirer les conséquences. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Laurence Cohen du groupe CRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme l'ont souligné plusieurs orateurs, le CICE a été institué par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 et est entré en vigueur officielle le 1er janvier 2013. Il fait partie du pacte de responsabilité du gouvernement, très largement inspiré par le rapport Gallois.
Pour rappel, notre Haute Assemblée avait rejeté cette proposition, mais du fait de la navette parlementaire, elle a été réintroduite à l'Assemblée nationale. Le CICE existe donc à présent depuis 21 mois. Durée insuffisante pour juger de la pleine efficacité du dispositif, mais assez longue pour avoir un premier retour d'expérience. Un constat s'impose, celui des incertitudes même du CICE en ce qui concerne son efficacité économique et sociale, c'est-à-dire en termes d'activité, de croissance et d'emploi. Et quand 17,5 millions d'euros sont en jeu en 2015, il nous apparaît essentiel que les parlementaires que nous sommes puissions, autant d'ailleurs que les citoyens et les citoyennes, avoir des informations claires sur les réalités d'un tel dispositif. Pour financer le CICE, on a augmenté la TVA, on a augmenté le rendement de l'impôt sur le revenu, on va accroître la fiscalité dite écologique et on a réduit et on réduit encore les dépenses publiques. Le CICE apparaît de plus en plus comme un chèque en blanc accordé aux entreprises sans contrepartie visible, sinon nous n'aurions pas la situation de l'emploi que nous connaissons. Le CICE prétend muscler l'offre, alors que celle-ci souffre notamment d'une insuffisance de demande. Et pour cause, face à un pouvoir d'achat en berne, dont la première conséquence est la baisse de la consommation des ménages. Ce dispositif est en quelque sorte la quintessence d'une politique assumée, largesse et laxisme pour certains, et rigueur, austérité imposée pour le plus grand nombre. Comment ne pas s'interroger sur l'essence même de ces milliards d'euros accordés depuis des années aux entreprises dont le CICE n'est qu'une forme parmi d'autres, une de plus, avec les exonérations de cotisations sociales, les niches fiscales, le régime des groupes, la niche Copé, la suppression de la taxe professionnelle et j'en passe. C'est en quelque sorte la cerise sur le gâteau déjà bien garnie, si je puis m'exprimer ainsi, avant la baisse programmée du taux de l'impôt sur les sociétés. Du fait de ce que vous appelez le coût du travail et qui en fait prend en compte les salaires sous toutes leurs formes, eh bien c'est le postulat que l'on fait depuis longtemps sur le fait que les entreprises ne seraient pas compétitives. Le rapport de la mission d'information menée par notre collègue Michel de Messine démontre que les allègements de cotisations sociales et d'impôts n'ont pas suffi à enrayer le chômage, bien au contraire. Et j'y reviendrai notamment avec les chiffres issus de mon département. Tout aussi grave, cette politique d'exonération de cotisations sociales met à mal depuis des années le financement de la protection sociale. Financée à 80% par des cotisations, notre protection sociale ne l'est plus aujourd'hui qu'à environ 60%. D'ailleurs, notons ensemble, mes chers collègues, que plus la sécurité sociale est fiscalisée, plus elle est en déficit. Les exonérations de cotisations non ciblées ne vont pas aux entreprises qui en ont le plus besoin, ni aux secteurs les plus exposés à la concurrence. Bien au contraire, elles favorisent les entreprises du CAC 40 et ce sont de véritables primes aux bas salaires et aux secteurs les plus abrités. En conséquence, devons-nous continuer dans cette voie, Madame la Ministre? Je reviens à présent spécifiquement au CICE et aux premières évaluations que le comité de suivi a pu faire après 1 année et demie de mise en œuvre. Le rapport du comité de suivi est très évasif, pour ne pas dire plus, sur les effets de cette mesure. Néanmoins, j'aimerais ici vous livrer quelques chiffres qui viennent compléter ceux de ma collègue Marie-France Beaufils. Ce sont des exemples locaux et concrets qui interrogent les parlementaires communistes que nous sommes, mais je pense bien au-delà, tous les parlementaires sur ces bancs. Le groupe Muliez, bien connu dans le Nord, perçoit depuis 2 ans 127 millions d'euros. Ce même groupe va supprimer 300 postes en 3 ans. D'après les chiffres que m'a communiqués mon collègue Dominique Vatrin, 61,4 millions d'euros auraient été distribués à 6 000 entreprises du Pas-de-Calais. Et pour combien d'emplois créés, combien d'emplois sauvés? Peugeot Citroën va liquider 8 000 emplois en fermant l'usine d'Aulnay et en réduisant la production à Rennes. Avec le CICE, le gouvernement récompense en quelque sorte PSA de plus de 100 millions d'euros pour cette politique. La Poste va récupérer quant à elle 270 millions d'euros et entend supprimer encore des milliers d'emplois d'ici l'an prochain. Par ailleurs, Total, dont on vient d'apprendre la disparition tragique du PDG, va toucher 80 millions d'euros alors que ce groupe pétrolier organise volontairement son déficit en France. Je poursuis avec un dernier exemple issu de mon département. Ricoh, qui appartient à un groupe mondial, déclare avoir obtenu une aide publique d'1 million d'euros au titre du CICE pour l'année 2013, tout en faisant part de son intention de supprimer 328 emplois en France, dont 200 sur son site de Rungis.
Ainsi, dans le Val-de-Marne, ce sont 65 millions d'euros qui ont été distribués à 9 817 entreprises de ce territoire. Et pourtant, comme partout, le chômage n'a pas baissé et, faut-il le rappeler ici, il a augmenté au plan national de 7,9% en 2013. On ne peut pas vraiment parler d'effet bénéfique, même minime, du CICE. Madame la ministre, je crains que ces exemples ne soient pas isolés. Est-ce à dire que les aides publiques financent les licenciements et parfois des délocalisations? Quelles mesures entendez-vous prendre pour que ce type d'entreprise ne puisse obtenir une nouvelle mesure de crédit d'impôt au titre du CICE pour l'année 2015 si des licenciements sont avérés? Par ailleurs, comment ne pas s'interroger sur le fait que 16 des plus grandes entreprises françaises faisant partie du CAC 40 cumulent une réduction d'impôt de 823 millions d'euros en 2013 et qui devrait atteindre 1,24 million d'euros en 2014. Là aussi, leur politique en matière d'emploi nous laisse plus que dubitatifs. Air France ou Sanofi, pour ne citer que deux autres exemples, ne brillent guère par leur création d'emplois, mais au contraire, hélas, par leurs plans sociaux. Chers collègues, quelle collectivité aujourd'hui accorde des subventions, des avantages sans aucun engagement en retour? Outre mon mandat de sénatrice, je suis conseillère régionale Île-de-France. Cette région, comme beaucoup d'autres, n'accorde pas de crédit aux entreprises qui ne mènent pas une politique vertueuse en termes d'emploi, d'égalité professionnelle notamment. L'argent public ne peut être distribué sans un minimum de contrôle. Et n'est-ce pas le rôle des parlementaires que nous sommes de nous en assurer? D'autant que les efforts demandés reposent toujours sur les mêmes, nos concitoyens et les collectivités. Nous sommes, vous l'avez remarqué, plus que critiques au groupe CRC sur ce dispositif. Mais nous voulons, une fois de plus, être constructifs dans l'intérêt de nos concitoyens. Dans cet esprit, complétant les propos de notre collègue Marie-France Beaufils, voici deux propositions supplémentaires qui, je l'espère, trouveront de l'écho auprès de vous, Madame la Ministre. La première est de créer un indice du coût du capital pour inciter véritablement au réinvestissement des dividendes dans l'entreprise. La seconde est de créer rapidement un observatoire national avec des déclinaisons départementales sur l'utilisation du CICE afin d'évaluer de façon objective sa pertinence et d'en tirer ensuite les conclusions qui s'imposeront. C'est notamment la demande que nous avons formulée, Christian Favier et moi-même, auprès du préfet du Val-de-Marne. Mes chers collègues, je crois vraiment que ce débat est essentiel aujourd'hui. À quelques jours de l'examen du PLFSS et du PLF, il est utile de rappeler que le montant du CICE correspond peu ou prou au montant entretenu, pour ne pas dire fabriqué, du déficit de la sécurité sociale. Tirons-en ensemble les conclusions qui s'imposent. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Cohen. La parole est à notre collègue Pierre-Yves Collombat du groupe RDSE. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, vous savez, le crédit d'impôt compétitivité emploi devait être une sorte de couteau suisse de la relance économique française par l'amélioration de l'offre, un outil multifonction. Le CICE, dit la publicité, a pour objectif de redonner aux entreprises des marges de manœuvre pour investir, prospecter de nouveaux marchés, innover, faciliter la recherche et l'innovation, recruter, restaurer leurs fonds de roulement ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une baisse du coût du travail. Stimulation de l'investissement et de la compétitivité dans les secteurs porteurs d'avenir, développement de l'emploi, difficile de dire mieux. Après les intentions, forcément excellentes, voyons la réalité, en tout cas les enseignements de la première année complète de mise en œuvre du CICE 2013. Premier constat, le rapport du comité de suivi du CICE, publié en septembre 2014, dont l'importance du contenu informatif est inversement proportionnelle à la longueur, 115 pages avec les annexes, nous est d'un maigre secours, essentiellement rédigé au conditionnel, pauvre en données factuelles précises, il se contente d'une évaluation de l'emploi du CICE, l'évolution des taux de marge des entreprises, de l'investissement, de l'emploi, une estimation donc à partir des seules intentions exprimées par les entreprises, lesquelles d'ailleurs
ne vont pas dire autre chose que ce qu'on attend d'elles. Leur intention ne peut qu'être d'utiliser le CICE, d'abord pour l'investissement, ensuite pour l'emploi. Le rapport n'en note pas moins, cependant, que l'impact du CICE sur les prix, pourtant élément essentiel de la compétitivité, s'observe rarement. À regarder les choses de plus près, la réalité telle qu'elle ressort de l'examen de cet exercice 2013 est sensiblement différente, s'agissant en tout cas des grandes entreprises du CAC 40, elles aussi éligibles au CICE, de façon massive, on vient de le dire, puisqu'en 2013, elles ont augmenté le versement de leurs dividendes et réduit leurs investissements. Autour de 40 milliards de dividendes versés, soit 5,5%, plaçant ainsi la France dans le peloton de tête européen pour cette discipline internationale. Leur taux de distribution médian, c'est-à-dire la part du bénéfice allant aux dividendes, atteint 48% contre 46% en 2012. En clair, la moitié des bénéfices dégagés revient aux actionnaires. Dans le même temps, les investissements des entreprises non financières du CAC 40 ont reculé de 5% en 2013, dégradation qui d'ailleurs s'est poursuivie à peu près au même rythme au premier trimestre 2014. On est donc loin du fameux théorème d'Helmut Schmidt que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Au point même que François Hollande lui-même a cru bon de rappeler en août 2014 aux patrons leur devoir d'utiliser, je cite, « pleinement les moyens du CICE pour investir et embaucher et non distribuer des dividendes ». On ne doute pas qu'ils seront sensibles à un conseil aussi paternellement délivré. Côté intéressés, on nous explique benoîtement que, je cite, « les entreprises font de l'investissement lorsqu'elles ont des projets de croissance rentables, pas simplement parce qu'elles ont des cash-flows abondants. La décision d'investir dépend avant tout des perspectives futures. Or, elles ne sont pas trop optimistes pour l'heure en Europe. » Cette analyse, c'est celle de Fabrice Thévenot, analyste à la Société Générale, interrogé par Les Échos, le journal de M. Bernard Arnault, première fortune française selon Forbes, donc une référence qui dit clairement qu'en l'absence de demande, une politique de l'offre est vouée à l'échec. Un entrepreneur n'investit et n'embauche que s'il a l'espoir de vendre, quels que soient les cadeaux fiscaux dont il pourra bénéficier. Conclusion qui d'ailleurs, bien qu'exprimée dans le langage amphigourique de rigueur, ressort aussi du rapport du comité de suivi du CICE. Je le cite, si ce n'est pas vraiment en français, vous me le pardonnerez, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. « Ces résultats, bien que partiels, confirment ceux des précédentes vagues d'enquête. L'affectation du CICE en 2014 semble fortement dépendante de la situation conjoncturelle de l'entreprise, de ses contraintes et de ses perspectives. L'utilisation du CICE semble venir conforter des décisions qui répondent prioritairement à la dynamique conjoncturelle des entreprises. En un mot et en clair, la réussite de la politique de l'offre est suspendue à l'apparition d'une demande. Comment précisément la faire apparaître? Voilà toute la question, voilà la vraie question. En changeant l'angle de vision, en considérant ce qui se passe au niveau d'une entreprise particulière, la cohérence de la politique économique du gouvernement apparaît-elle mieux? Parmi les entreprises publiques largement bénéficiaires du CICE, l'exemple de La Poste, qui aura reçu en 2013 de l'ordre de 300 millions d'euros de CIC et 357 millions d'euros en 2014, cet exemple m'ont fait douter. Certes, on peut se féliciter que cet argent ait permis à La Poste de réaliser 627 millions de bénéfices en 2013, en hausse de 31% malgré une chute de 30% de son résultat d'exploitation. Mais si le but du CICE est d'améliorer notre balance extérieure, on devrait pouvoir se trouver d'autres entreprises plus exposées à la concurrence. Même constat s'agissant de la politique de l'emploi. La Poste poursuivant la réduction de ses effectifs. Comme cela a été dit tout à l'heure, 4 500 emplois supprimés en 2013, après 2 500 en 2012. Le processus est engagé depuis longtemps. Entendons-nous bien, je ne critique absolument pas l'aide publique à La Poste qui remplit des missions de service public que personne d'autre n'assume.
notamment par sa présence sur l'ensemble du territoire national. J'ai simplement un peu de mal à saisir la cohérence de la politique du gouvernement envers elle. En 2013, donc, la Poste reçoit 300 millions d'euros d'aide publique par le biais du CICE. Mais en même temps, elle est ponctionnée de 171 millions d'euros de dividendes, 23 millions d'euros de plus qu'en 2012, tout en continuant d'ailleurs à assumer la charge des réductions tarifaires accordées à la presse, soit de l'ordre de 500 millions d'euros. Comprenne qui pourra. En matière de cohérence et de clarification, on devrait donc pouvoir faire mieux, de même qu'en matière de politique fiscale, autre versant de notre affaire qui, son nom a été évoqué tout à l'heure, si l'on en croit Thomas Piketty, ce CICE se contente d'ajouter des couches de complexité sur un système qui en compte déjà beaucoup trop. Thomas Piketty, auquel j'emprunterai ma conclusion, puisqu'il me faut conclure, le rouge est mis. Si le gouvernement ne fait rien, alors le crédit d'impôt compétitivité emploi, dit CICE, restera comme le symbole de l'échec de ce quinquennat, à moins que ce ne soit la réforme territoriale. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Marcel Bourquin du groupe socialiste. J'ai dit Martial, oui. Non, j'ai dit Martial. Je vais articuler mieux la prochaine fois. Non. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes invités à cette session pour aborder la question du CICE et à l'invitation du groupe CRC. 14 mois à peine, bien sûr on dispose d'éléments d'évaluation, on dispose de rapports parlementaires et des enquêtes de conjoncture. Je pense que pour juger une politique publique, il nous faut plus de 14 mois pour juger de la pertinence d'un dispositif. Ces informations sont encore très parcellaires puisque nous sommes en pleine montée en charge du dispositif. Et pourtant, ce débat est important. Et si vous le voulez bien, après l'intervention de mon ami Jean Germain, j'interviendrai plutôt sur la question économique et industrielle. Tout d'abord, il faut rappeler le double objectif du CICE. Premier objectif, accompagner l'ensemble du tissu économique vers une montée en gamme nécessaire à sa compétitivité, combinée à un allègement de charges. Deuxième stratégie économique, priorité aux PME, TPE et surtout dans l'industrie. Nous sommes dans une économie ouverte et quand on est dans une économie ouverte, la compétitivité des entreprises ne peut pas être ignorée. En l'ignorant, inévitablement, on la condamnerait. On condamnerait ces entreprises. Il y a un premier bilan positif sur les PME, TPE en ce qui concerne l'investissement. 704 000 entreprises sont bénéficiaires du dispositif. J'ai 400 entreprises sur le terrain de ma commune. Je peux vous dire qu'ils ont apprécié cet allègement et cette possibilité pour eux nouvelle. Ils l'ont concrétisé en ayant un peu plus de marge de manœuvre ou dans des investissements. La créance fiscale de septembre de 2014 se monte à 8,7 milliards. Elle s'approche des 18,8 milliards prévus cette année. 18 milliards l'année prochaine. Écoutez, le CICE en vitesse de croisière peut réduire l'écart constaté entre l'Allemagne et la France de 50%. Nous parlons d'un point de PIB, soit 20 milliards d'euros. Ça, ce n'est pas rien. Et cet écart de compétitivité dont on parle depuis des années dans cet hémicycle, il y a une volonté de s'y attaquer et de faire en sorte qu'il soit diminué. Concernant la destination du CICE, comme ça a été dit tout à l'heure, des grands groupes pourvoyeurs d'emplois sont présents pour émarger sur ce CICE, mais nous savons aussi que des PME nombreuses bénéficient de celui-ci et il faut s'en réjouir pleinement. Nous n'avons pas d'évaluation plus précise, mais je pense que Madame la Ministre, vous nous donnerez des renseignements sur ce sujet, mais nous en aurons surtout dans les années à venir
concernant la conservation et la création d'emplois, mais je pense qu'il est vraiment très tôt aujourd'hui pour avoir ces évaluations. Je suis par contre vraiment très satisfait d'apprendre que plus de la moitié des entreprises qui ont bénéficié du CICE prévoient de le consacrer à l'investissement. Et c'est là que se situe le grand défi de l'économie française, notamment de son industrie. Il faut drainer ce CICE vers l'investissement et dans l'industrie. Je dis satisfait parce qu'on doit aller beaucoup plus loin. 19% des entreprises du secteur industriel ont bénéficié de ce crédit d'impôt. Nous avons, je crois, le devoir d'augmenter ce taux l'année prochaine. Pourquoi? Mais parce que quand on constate l'écart différentiel entre la France et l'Allemagne au niveau charge, il faut regarder aussi au niveau investissement industriel. Et par exemple, quand vous regardez la robotisation de nos entreprises, notre appareil productif a 4 fois moins de robots qu'en Allemagne, 2 fois moins qu'en Italie. Et ce crédit impôt emploi compétitivité doit servir justement à combler cet écart. Et si nous arrivons à combler cet écart, nous aurons une compétitivité capable justement de se comparer avec d'autres pays européens et au niveau mondial. Je crois qu'un meilleur ciblage est possible. Je sais que Bercy n'est pas fermé à cette perspective, mais pour cela, il faut un effort majeur de traçabilité des créances dans les documents comptables, avec l'aide des professions du chiffre, de manière à ce que les partenaires sociaux puissent aussi s'en saisir, mais aussi que nous, les élus, nous ayons l'ensemble des informations. La question qui est posée, c'est la montée en gamme de nos entreprises, des produits de nos entreprises. Et cela doit être débattu dans l'ensemble des conseils d'administration, cela doit être débattu par le Parlement. Mais pour ça, Madame la Ministre, les garde-fous prévus par la loi doivent être aussi effectifs. Effectivement, ici et là, on constate des entreprises qui peuvent profiter de ce crédit d'impôt pour délocaliser, pour comment supprimer des emplois et investir ailleurs. Et là, sur des questions comme celle-là, nous devons avoir un contrôle très effectif. Le CICE n'est pas le seul levier économique. Bien sûr, il y a toutes les interrogations et les remarques qui ont été faites ici dans l'hémicycle, mais le rapport Gallois, c'est 35 mesures pour la compétitivité. Et dans ces 35 mesures pour la compétitivité, il y a par exemple les délais de paiement. 13 milliards par an, les sous-traitants des grands groupes ont 13 milliards de retard de délais de paiement par an. Et ces délais de paiement s'aggravent. Et lorsque nous abordons le CICE, nous devons aborder les questions de l'innovation, la question des écosystèmes productifs, de la simplification administrative, et tous ces éléments mis les uns avec les autres contribuent à renforcer l'attractivité de notre secteur industriel. Et ce n'est pas un dispositif parmi les autres qu'il faut aborder, mais c'est l'ensemble des dispositifs. Je crois que, chers collègues, nous ne pouvons pas rester avec 5 millions de demandeurs d'emploi. Nous devons nous attaquer à la question de notre système productif. Depuis 30 ans, nous regardons notre France désindustrialisée. Il faut avoir cette volonté de redresser l'économie de la France et notamment de notre industrie. Et on ne peut plus assister comme ça, les bras ballants, en disant les mêmes choses toujours, mais en faisant en sorte que nous posions les vrais problèmes et que nous apportions de vraies solutions. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire sur ces questions. Mais je finirai en disant au lecteur assidu de Piketty, il y a 2 questions qu'il a abordées et qui n'ont pas été abordées aujourd'hui. Faut-il continuer à mener des politiques déflationnistes quand nous sommes près de la déflation? Puis deuxième chose, pourquoi les actionnaires ont des revenus plus importants que la croissance? Ces 2 questions que pose Thomas Piketty mériteraient un vrai débat dans cette Assemblée. Merci, mon cher collègue.
La parole est à Monsieur Yannick Vaugrenard du groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le crédit impôt compétitivité emploi constituait donc l'une des 35 décisions concrètes du pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi annoncé à la suite du rapport de Louis Gallois sur la compétitivité de l'industrie française. Son objectif, améliorer la compétitivité de nos entreprises, en particulier à travers des efforts en matière de recrutement, d'investissement, de recherche ou encore d'innovation, ça a été dit avant moi. Alors que les premiers versements de ce crédit d'impôt parviennent aux entreprises depuis quelques mois, il nous appartient de réaliser, bien sûr, ce que nous faisons aujourd'hui, un point d'étape sur cette mesure centrale dans la politique de relance économique de notre gouvernement. Examinons les chiffres dont nous disposons aujourd'hui et qui nous viennent notamment du comité de suivi du CICE dans son rapport du 30 septembre dernier. À ce jour, 8,7 milliards d'euros ont été déclarés et 5,2 milliards ont d'ores et déjà été restitués. Ce sont quand même 713 000 entreprises sur le million concerné qui ont ainsi demandé à bénéficier de ce dispositif. 11% sont des micro-entreprises, 31% des PME et 25% des entreprises de taille intermédiaire. Certes, le gouvernement avait escompté que les entreprises déclarent 10,8 milliards, mais le temps n'est pas à tirer un bilan définitif, bien sûr, aujourd'hui du CICE, car il est trop tôt pour voir ses effets sur le comportement des entreprises, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, au moment de l'enquête réalisée par le comité de suivi, un quart des entreprises n'avaient pas encore arrêté leur compte. Le montant de 8,7 milliards ne concerne en effet que celles ayant clos leur exercice entre janvier et avril de cette année 2014. Deuxièmement, la créance ultime au titre de 2013 ne sera connue qu'en 2017, c'est-à-dire à échéance du droit au crédit d'impôt, puisque les entreprises disposent de 3 ans pour l'utiliser. Troisièmement, pour mesurer la réelle efficacité du CICE sur notre économie, il faut attendre les fruits de la baisse des cotisations qui ne seront mesurables que dans 2 ou 3 ans minimum. Sa montée en puissance est donc par nature progressive et nous pouvons aisément mesurer le décalage normal entre les annonces et les tout premiers effets. Mais nous savons, mes chers collègues, depuis quelque temps déjà, que le temps économique n'a rien à voir avec le temps politique et encore moins avec le temps médiatique. Cependant, il est possible de tirer quelques enseignements du rapport du comité de suivi ainsi que d'une enquête qui a été réalisée par l'INSEE auprès de 5 000 entreprises sur la manière dont elles comptent utiliser ce CICE. Tout d'abord, cette enquête nous apprend que la connaissance du dispositif progresse de manière notable chez les dirigeants par rapport à son lancement en 2013. Interrogés sur leur future utilisation, 34% des entreprises du secteur de l'industrie estiment que le CICE leur permettra d'embaucher et ce chiffre grimpe à 48% dans le secteur des services. Par ailleurs, 58% des entreprises du secteur de l'industrie et 52% du secteur des services indiquent destiner le CICE à de l'investissement. Son rôle premier semblerait donc rempli, ce qui démontre que, dans les services comme dans l'industrie, il répond à un besoin. Compte tenu de ces éléments, toute analyse sur le CICE et ses effets nécessite prudence et humilité. Le retour sur l'année écoulée est extrêmement instructif sur la façon dont sa mécanique a été progressivement assimilée et sur les obstacles que cette assimilation a pu logiquement rencontrer. Mais cette année ne peut être considérée comme véritablement représentative réellement des comportements à venir. Lorsque les acteurs se seront approprié le dispositif et que sa stabilité sera considérée comme acquise, certaines adaptations devront être envisagées, d'autres méritent sûrement de ne pas attendre. Je souhaiterais revenir sur quelques points qui ont créé la polémique, à savoir l'utilisation du CICE par certains grands groupes pour augmenter les dividendes. Il est évident qu'il ne doit pas être détourné de son objet initial, à savoir la sauvegarde et la création d'emplois, ainsi que la modernisation de notre appareil productif. C'est pourquoi je soutiens tout ce qui vise à demander aux entreprises de rembourser les aides versées dès lors que celles-ci servent à augmenter les dividendes ou la rémunération des actionnaires, ou qu'elles accompagnent la fermeture d'entreprises ou de succursales rentables.
J'ai le cas sur mon département, comme Martial Bourquin l'a rappelé tout à l'heure pour le sien, la CEITA qui a bénéficié du CICE et qui a fermé l'entreprise et qui a délocalisé en Pologne. Il est bien évidemment choquant que les dividendes versés en France aient progressé de 30,3% par rapport au deuxième trimestre 2013 pour atteindre près de 41 milliards d'euros. Notre pays aujourd'hui est le leader européen dans ce domaine. Vu l'état de morosité de notre économie, mes chers collègues, je ne peux comprendre ceux qui se sont élevés pour ceux qui ne sont pas élevés pour souligner cette contradiction. Mais le principe même du CICE n'est pas à mettre en cause du fait du comportement déplacé de certaines grandes entreprises, condamnables pour autant. Encore faut-il avoir des dispositifs pour contrôler, des dispositifs pour sanctionner si nécessaire. Rappelons que les 3/4 du CICE bénéficient aujourd'hui, dans la réalité, à des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, a priori donc non cotées en bourse. Globalement, il a donc plus servi à reconstituer objectivement la trésorerie des PME, redressant leurs marges et se désendettant, plutôt qu'à gonfler les dividendes des grands groupes. Le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, dont fait partie le CICE, a donc été conçu pour préparer l'avenir de notre pays. C'est une impérieuse nécessité. Cela ne se fera pas un jour et nous pouvons comprendre que cela prenne du temps. Par contre, et ceci est vrai, Madame la Ministre, pour le CICE comme pour toute forme d'aide aux entreprises en général, la conditionnalité, selon moi, est un impératif. Si nous voulons nous inscrire dans un rapport gagnant-gagnant sur le plan économique, mais aussi sur l'indispensable pédagogie politique à mettre en œuvre. Nous aurions collectivement tout à gagner si chaque chef d'entreprise indiquait aux salariés, très simplement, ce qui a été fait avec l'argent du CICE. Cette nécessaire transparence serait une simple initiative de bon sens où les salariés citoyens seraient en toute logique informés de l'utilisation par leur entreprise des deniers publics, donc de l'effort collectif. Il est aussi important, Madame la Ministre, d'affiner le dispositif, afin que ce soit véritablement les secteurs économiques qui en ont le plus besoin qui en bénéficient, notamment l'industrie, avec un effort de transparence profitable à tous, évitant ainsi les dérives constatées. Au bout du compte, et j'en termine, si le CICE peut incontestablement aider à renforcer la compétitivité de nos entreprises, il ne peut et ne doit pas se faire sans transparence, sans nécessaire contrôle et sans information des salariés concernés. Tout ceci serait, j'en suis persuadé, mes chers collègues, le gage d'une plus grande efficacité. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Carole Delga, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je souhaite en effet porter mon propos dans un contexte plus général dans lequel nous avons souhaité inscrire la politique du crédit impôt compétitivité emploi, mais également dans les perspectives que nous avons pour le soutien aux entreprises. Il est clair que, comme le rappelait Michel Crozier, on ne change pas la société par décret. Mais il est nécessaire que dans le temps législatif et aussi que dans le temps réglementaire, nous soyons attentifs aux évolutions que nous devons impulser par rapport à la compétitivité des entreprises. Rappelez qu'en 2012, nous avons hérité d'une situation très complexe avec une industrie qui était très abîmée, mais également avec une compétitivité perdue pour beaucoup de nos entreprises. Nous avons donc souhaité qu'il y ait en effet une politique qui permette à nos entreprises de retrouver des marges pour pouvoir retrouver une compétitivité forte et une capacité à soutenir notre tissu industriel, mais une capacité également à recréer de l'emploi, puisqu'il y a aussi, et vous le savez,
cette problématique forte d'un taux de chômage très élevé dans notre pays. Nous avons, bien sûr, malheureusement, cela ne s'arrange pas, mais nous avons des politiques qui sont coordonnées pour promouvoir l'emploi, mais pour également reconstituer les services publics qui avaient été laminés, tels que l'éducation nationale ou tels que la justice. Je vous propose d'informer directement M. Peillon, si vous voulez bien, Monsieur le sénateur. Je vous rappellerai donc la philosophie du crédit d'impôt compétitivité emploi. Cette philosophie, c'est bien sûr de recréer un cercle vertueux à travers, bien sûr, l'investissement, à travers l'innovation, mais également à travers la compétitivité pour l'emploi. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est un des piliers de la stratégie économique du gouvernement et rappelons cette stratégie qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord, réduire le déficit public et assainir nos comptes publics. Rappelez que sous le quinquennat précédent, avec la présidence de Nicolas Sarkozy, nous avions une progression de la dette annuelle de 5%. Depuis 2012, nous n'avons réduit bien sûr cette progression qui n'est plus que de 3%. Nous avons aussi souhaité, parce que bien sûr il faut être responsable quand nous sommes au gouvernement, c'est un ralentissement important de la dépense publique, mais un ralentissement de la dépense publique qui soit compatible avec un soutien à cette économie. Nous avons en effet sur 3 ans prévu une réduction de la dépense publique de 50 milliards, alors que d'autres nous proposent 100 milliards. Je ne sais pas où on pourrait arriver à faire de telles économies sans casser le modèle républicain. L'effort de réduction de la dépense publique est un effort sans précédent, mais qui est adapté à notre situation économique. Et en effet, cet effort est demandé, bien sûr, au ministère, bien sûr, aux collectivités locales, mais je me rappelle, il me semble qu'avec la réforme de la taxe professionnelle, nous avons privé les collectivités locales d'un impôt dynamique et qui, par la même occasion, a fait en sorte que les carnets de commandes des entreprises du bâtiment et des travaux publics ont commencé à trouver certaines problématiques. Nous avions également, bien sûr, demandé un effort au réseau consulaire. La France doit être redressée, elle demande la mobilisation de toutes et de tous. Voilà pour ce débat qui s'est tenu mardi après-midi. Au Sénat, un débat portant sur le CICE, les crédits impôts compétitivité emploi, un débat qui s'est tenu à la demande du groupe communiste. Je vous rappelle que le CICE est bien une mesure, un dispositif qui a été mis en place au mois de janvier 2013 après les préconisations du rapport de Louis Gallois, rapport portant sur la compétitivité des entreprises qui estimait que le coût du travail est trop élevé en France. Alors certes, le CICE tarde à porter ses fruits pour l'instant, mais vous avez pu l'entendre, la secrétaire d'État Carole Delga est intervenue en conclusion en citant Michel Crozier pour dire qu'on ne change pas la société par décret, mais qu'il faut pouvoir impulser les évolutions et les suivre. En clair, si le CICE n'a pas encore porté ses fruits, eh bien, il faut encore accompagner ce dispositif pour qu'il puisse porter ses fruits et enfin alimenter la croissance française. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.